Et pour conclure cette 16e journée CCR, je vous remercie d'accueillir Édouard Vieillefond, directeur général de CCR. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers amis, nous avons beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Je ferai une conclusion assez courte. Nous arrivons au terme de cet événement. Alors c'est une conclusion, mais en réalité c'est la ministre de la Transition écologique qui conclura à travers ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne une keynote. Cet après-midi, on a quand même eu, je crois, la chance d'avoir vraiment des tables rondes extrêmement riches, stimulantes. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, il y en a eu beaucoup, pour la qualité de leur contribution, pour leur engagement. Elles ont permis de croiser vraiment des regards différents. Vous avez vu qu'il y a eu quelques petits échanges, parfois même piquants, donc on se dit la vérité. Mais on a parlé aussi de propositions, de pistes concrètes face aux défis croissants qui sont devant nous en matière de risques naturels qu'ils imposent à nous, à nos territoires, à nos entreprises, à nos concitoyens. Alors peut-être un court retour sur l'année 2024, qui une fois de plus a été marquée par une succession d'événements. Alors l'événement principal, c'est évidemment le cyclone Chido qui est passé et qui a dévasté Mayotte, donc avec des dégâts considérables, et pas seulement sur les habitations et sur les biens couverts par l'assurance, mais également sur les infrastructures, les réseaux, les biens publics. Donc on voit bien la vulnérabilité de nos territoires ultramarins. Mais ce cyclone a, et ça a été dit par le président Jacques Le Pape tout à l'heure, phénomène qui a l'air de se confirmer, c'est qu'on a une sinistralité, inondation notamment, attritionnelle, terme technique, ce n'est pas le premier de la journée, qui est importante. Ça veut dire attritionnelle pour nous, qui a l'air assez faible au niveau de CCR, mais si c'est le bas de l'intervention de CCR, ça veut dire qu'en réalité c'est important, et nous avons une fréquence des sinistres à notre niveau qui est multipliée par 4 depuis 2015. Alors on a été voir sur le terrain. Éric Daniel Lacombe en a parlé tout à l'heure. Pourquoi on va sur le terrain? On ne va pas sur le terrain à chaud au moment de l'événement. Le réassureur ne sert pas à grand-chose à ce moment-là, et surtout le réassureur public. En revanche, un an après, on va voir ce qui se passe. Et on est allé voir dans ces territoires, à Montreuil-sur-Mer, à Dunkerque, etc., ce qui s'était passé lors des événements de fin 2023 et de début 2024. Et on a vu des choses extrêmement intéressantes qui marchent très bien, puisqu'à ce moment-là, il y a l'attention de tout le monde, des assureurs, des réassureurs, des pouvoirs publics. Et on voit qu'il y a des choses qui marchent. Et notamment que grâce au fonds Barnier, grâce à l'utilisation d'outils comme Mirapi, donc en l'occurrence mieux reconstruire après inondation, la dynamique a été très bonne. Mais ce qu'on a observé également, ce qui est un peu naturel, ce qui est intuitif, c'est que autant ça se passe bien quand il y a une gouvernance en place et des grandes entités en charge, on l'a vu dans le grand port de Dunkerque, on l'a vu avec le système des Waterring, c'est beaucoup plus compliqué pour les petites collectivités locales. Le maire fait tout ce qu'il peut, il travaille la journée, il travaille la nuit, mais très franchement, parfois il se sent un petit peu seul parce que c'est compliqué de tout gérer en même temps, l'opérationnel, l'assurance et le reste. Alors, comme je venais de le dire, la fréquence a augmenté, les coûts ont augmenté. Pour reprendre quelques mots sur le rapport dont il a été question tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une augmentation des sinistres et nous avons fait des prévisions à 2050 et on voit que ça va augmenter alors de 40% entre 2020 et 2050 si on ne prend que l'augmentation des sinistres dus en fait au réchauffement, au changement climatique. Et puis on passe de 40% à 60% si on prend la valeur des biens, si on prend l'exposition. Ce sont nos évaluations qui montrent donc que le changement climatique, c'est le facteur majeur d'augmentation. Alors que parfois, nous avons d'autres modélisateurs, d'autres sociétés qui nous disent « mais non, c'est plutôt les biens ». Alors c'est important, une grosse moitié. Évidemment que c'est une grosse moitié entre 2020 et 2050. Ça va entraîner une nouvelle augmentation de la surprime par bout éventuellement qui ne sera pas négligeable. Mais si on a 4 ou 5 euros par mois pour une police MRH habitation aujourd'hui, et si on doit passer de 5 à 6 à 7 ou à 8 euros dans les années qui viennent, et jusqu'à 2050, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, à au moins 2 occasions, à 2 tables rondes, on voit bien qu'on est sur une courbe d'efficacité qui est formidable, puisqu'en réalité, le coût de cette couverture est extrêmement bas. Non seulement ça marche, ça a beaucoup été dit, mais le point de départ du coût est très bas par rapport à l'impact. Alors, oui, le régime CatNat est soumis à des tensions croissantes. Oui, les défis sont nombreux, mais honnêtement, j'allais dire, non pas seulement depuis 1982 et l'invention du régime, puisque CCR fêtera ses 80 ans l'an prochain, on est né en 1946, tout ce système qui a été mis en place
en 1946, puis en 1982, en 1995, la loi Barnier, les améliorations du régime qui ont été faites. On entend souvent que le régime bouge peu, c'est pas vrai. On a mis le RGA en 1989, il y a eu les cyclones en 2000, les lois récentes Baudu 3DS qui ont été évoquées, il y a encore des évolutions récentes. Donc on voit que ce régime a très bien marché, a très bien fonctionné, ça a été dit à de multiples reprises, parce que c'est un PPP, partenariat public-privé, et qu'on essaie de prendre le meilleur du privé et du public en trouvant ce bon équilibre. Le tout pour les finances publiques, non seulement avec une intervention rare, puisque depuis le début du régime 82, il y a eu une intervention en 1999, mais en fait, ce qui est moins connu, c'est qu'en fait, l'État étant garant, et la garantie étant évidemment rémunérée, en fait, l'État gagne de l'argent. D'ailleurs, je peux dire au passage que c'est un des arguments qui me semble avoir convaincu les Allemands quand nous avons discuté avec eux. Donc, c'est une réassurance dont il est peu connu d'ailleurs qu'elle est facultative. Ça n'a pas été dit lors de la table ronde précédente. La surprime, l'extension de garantie sur les contrats dommages, elle est obligatoire, ça c'est vrai. Mais en revanche, l'accès à CCR, il n'est pas obligatoire. Un assureur, et parfois nous avons des entrées dans le régime, parfois nous avons des sorties. Eh bien, pourtant, malgré cette optionnalité qui a été aussi voulue et confirmée par la Commission européenne et les autorités communautaires il y a quelques années, eh bien, c'est le système à la fois le plus utilisé et à la fois le plus performant quand on se compare, et notamment quand on se compare avec les seuls systèmes mutualisant différents risques, parce que les autres systèmes publics, ils sont plutôt monopériles dans les États américains, en Angleterre, etc. Parmi les systèmes comparables, le principal est quand même le système espagnol, et celui-là, vous le savez, il est totalement public, monopolistique, vertical, si j'ose dire, alors que le nôtre, c'est de la répartition du risque en couche horizontale, où il y a, en mauvais franglais, comme disent les anglo-saxons, du skin in the game pour tout le monde. Alors, il faut préserver l'équilibre du régime. On bénéficie aujourd'hui de l'augmentation de la surprime, qui est évidemment une excellente nouvelle pour un certain nombre d'années, puisque nous avions fait nos calculs, nous avions proposé des niveaux d'augmentation cohérents avec l'augmentation des sinistres à aujourd'hui, à climat 2020. Il faudra y revenir raisonnablement, et nous faisons le pari aujourd'hui qu'avec nos prévisions de sinistres, nous arriverons à redresser la situation et à avoir demain, en moins de 10 ans, c'est le pari que nous faisons, des réserves qui nous permettent de redevenir un absorbeur de choc normal. Un réassureur, c'est d'abord un absorbeur de choc. CCR doit l'être. Aujourd'hui, nos réserves sont à 2 milliards d'euros. Si on voulait absorber un choc quarantenal aujourd'hui, il en faudrait 6 ou 7. Et donc, demain, il en faudrait 8. La coïncidence, c'est que ce que nous avons perdu sur les 10 dernières années à peu près, il faudra le retrouver dans les 10 prochaines. Alors, ce que je voulais dire également sur, je dirais, le caractère un petit peu pratique de tout ça, c'est que ce système qui a démontré sa faisabilité, qui a démontré ensuite sa performance opérationnelle aussi, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de la finance, mais finalement les opérations gérées par les assureurs et notamment la gestion de sinistres marchent très bien. C'est un système qui normalement doit pouvoir continuer pendant des décennies de façon stable, avec évidemment quelques endroits à surveiller, et ça a été notamment dit sur les DROM lors de la table ronde précédente. Mais si on va vers les solutions pratiques qui ont beaucoup été abordées aujourd'hui, bon, et clairement c'est le moment de la prévention, de l'adaptation, de la mobilisation des investissements responsables, et il faut aller vers le concret, ça a été dit plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur le concret et le besoin de faire des choses, et comment on peut classer les actions en quelque sorte, comment les résumer, qui sont nécessaires pour continuer de couvrir les risques extrêmes et notamment les risques naturels. En général, chez CCR, on a tendance à présenter ça en 3 phases, en 3 parties. La première, c'est évidemment de disposer d'une vision claire et partager des tensions. Donc il y a 3 piliers. Le premier, c'est vraiment la couverture assurantielle. L'assurance, la réassurance, ça se finance par la prime ou la surprime. Ça, il n'y a pas de miracle. La matière première d'un assureur, d'un réassureur, c'est du risque, et donc il faut que les deux soient corrélés. Je l'ai dit, nous avons eu l'augmentation de la surprime qui nous permet de travailler. L'idéal serait que pendant les années qui viennent, il y ait des rendez-vous suffisamment réguliers. Ça a été évoqué par Christelle Busque tout à l'heure. A priori, pas trop souvent, mais tous les 3, 4, 5 ans, de telle façon qu'on puisse faire des réévaluations et des rapports climat pour dire est-ce que notre prévision est bonne, est-ce qu'il faut un peu la changer. Mais juste derrière l'assurance et la réassurance, il y a l'adaptation et la prévention et le financement. On sait que pour les très grands risques, qu'ils soient naturels ou pas, c'est parfaitement vrai également dans les risques industriels, et c'est moins vrai des petits risques, quand on a un très gros risque, la prévention et l'adaptation sont totalement indispensables, sinon ça ne marche pas.
S'il n'y a pas un niveau minimal et s'il n'y a pas des règles, des normes, vous savez très bien qu'un assureur ne va pas assurer une grande usine s'il n'y a aucune mesure de prévention. Eh bien, le risque naturel, c'est pareil. Et donc, il faut les financements publics, ça a été évoqué, mais également privés pour la prévention et l'adaptation. Et puis, évidemment, le troisième pilier, qui est le grand classique, dont parle souvent CCR, c'est ce que j'appelle le courage de la cartographie, la carte. C'est la carte et le territoire. Alors, on a parlé de l'Observatoire de l'assurabilité pour CCR. Je ne vais pas y revenir longuement puisque ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, mais il faut dire ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Un observatoire de l'assurabilité, ça croise une carte d'aléas et une carte de présence et ou de concentration d'assureurs. Et donc, quand on voit que, comme par hasard, il y a moins d'assureurs qui sont trop concentrés à un endroit où il y a un aléa fort, on se dit, c'est probablement parce qu'il y a un début de désengagement. Mais cette carte, elle permet de faire un warning, elle permet de dire, attention, dans telle ou telle zone, à plus ou moins long terme, il y a un risque de désengagement futur. Ça n'est pas la même chose de faire ça, et ce que nous faisons chez CCR suite à la demande des pouvoirs publics, du gouvernement, ça n'est pas la même chose que l'autre carte encore plus fondamentale, si j'ose dire, qui a également été abordée et qui est prévue dans le programme, le plan national d'adaptation au changement climatique, dans le PNAC 3, qui est d'avoir cette fameuse carte complète, granulaire, faite par l'État, et qui, elle, va dire le risque, et qui ensuite va permettre de dire ce qu'il faut faire en face du risque. Et là, c'est du niveau législatif, c'est du niveau réglementaire, et c'est l'État. Pourquoi je dis ça? C'est que dans le deuxième cas, dans cette cartographie d'État, ce qui va être fondamental, c'est à terme d'amener les solutions en même temps que la carte. Rien ne serait pire que d'avoir une carte de risque qui indique précisément de façon granulaire où est le risque et de ne pas savoir dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire parfois, rarement, partir, malheureusement, dans des endroits très minoritaires, mais qui coûtent très cher, exemple, érosion du trait de côte, mais qui permettra de dire où, socialement, socio-économiquement, il est intéressant de mettre de l'argent public dans une zone parce que le gain total pour la société est supérieur au coût des travaux que nous faisons. Et comme vous le savez, régulièrement, nous faisons des évaluations de l'efficacité du fonds Barnier, des PPRI. Alors, il y a peut-être un peu trop de chiffres, parce que parfois, c'est 1 pour 3, parfois, c'est 1 pour 8, parfois, c'est 1 pour 10. Retenez que c'est très rentable et que s'il y a de l'argent public qui est vraiment rentable pour la société, c'est bien les euros dépensés pour la prévention et pour l'adaptation, pour faire des digues, des ouvrages hydrauliques, pour faire d'autres choses, pour aménager du territoire au niveau intercommunal. Et ça, on sait qu'on a une efficacité maximale, surtout quand on prend en charge, je dirais, quand on prend en compte le levier qu'on a sur les financements locaux. Alors, on a des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a eu des décisions au-delà du FNAC dans la loi de finances, donc une augmentation, ça a été dit, des montants consacrés au fonds Barnier à 300 millions d'euros, alors qu'on était plutôt à 200. Évidemment, nous souhaitons toujours avoir plus, parce qu'on aimerait qu'à moyen terme, ou assez rapidement en tout cas, la trajectoire de remontée de ces financements revienne pour atteindre le prélèvement sur la surprime, puisque l'esprit du départ, mais qui s'était un peu perdu en cours de route, c'était évidemment que la ponction, le prélèvement sur la surprime, servent à ne pas avoir de sinistre, donc justement à éviter et à diminuer le coût. Mais c'est une très bonne nouvelle. L'autre très bonne nouvelle, c'est d'avoir cette nouvelle ligne sur le retrait-gonflement des argiles. On la salue vraiment très particulièrement chez CCR, parce que c'est la première fois qu'on a cette idée d'avoir une ligne qui permette de financer de la prévention de la prévention individuelle à la maison. Et à la maison individuelle, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est de la distribution. Les assureurs autour de la table aujourd'hui savent très bien que sur du collectif, on peut faire. Sur l'individuel, il faut avoir accès à quasiment chaque personne. Il faut faire du marketing, il faut faire de la publicité. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, la question qui va se poser, c'est quel type de partenariat public-privé, quel rôle des assureurs va se mettre en place pour que cette ligne budgétaire puisse être utilisée de façon efficace. Et évidemment, comme l'a dit notamment Paul Esmin, nous soutenons totalement l'initiative sécheresse tripartite entre la mission risque naturel France Assureurs et nous-mêmes, sachant que chacun sait, ou une grande majorité de la salle ici, doit savoir la préférence de CCR pour des solutions techniques moins chères, moins invasives, moins génératrices de carbone, qui s'appellent les mesures horizontales. Alors, je ne peux pas m'empêcher, dans les dernières minutes qui me sont allouées, à faire un petit peu de publicité pour CCR, ce que nous allons faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Vous savez que même sur Netflix ou sur Prime aujourd'hui, maintenant vous avez de la pub. Donc désolé, dans mon intervention, vous allez avoir un petit peu de pub. Et la première que je vais faire, je vous en rassure, il y en a que deux, c'est de vous annoncer officiellement le lancement de la nouvelle offre de conseils et de services de CCR. CCR est connu comme un réassureur public, ça a déjà été dit. Il est connu comme conseiller auprès des pouvoirs publics, souvent à titre très confidentiel, parfois dans des rapports publics.
Aujourd'hui, nous souhaitons mettre à disposition cette offre de conseils et de services parce qu'au-delà de l'État central, des collectivités locales, nous avons des acteurs privés, parfois des cédants, des assureurs, parfois des entreprises de réseau, parfois des banques, parfois des collectivités locales. Bref, nous savons que notre savoir peut être extrêmement utile pour évaluer des expositions de territoires, pour produire les fameuses cartographies dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis aussi pour aider à mettre en place des stratégies de prévention. Donc ne soyez pas surpris et sachez que dans les jours et les semaines qui viennent, nous en parlerons beaucoup, puisque en vertu de notre raison d'être qui a été évoquée tout à l'heure et qui figure dans les titres de cette journée, de cet après-midi, notre raison d'être, c'est protéger l'assurabilité pour permettre à chacun de se construire un avenir. La deuxième page de pub, raisonnable, je vous rassure, c'est sur le fonds CCRF. Donc, comme il a été évoqué lors d'une table ronde, je n'insiste pas. Je veux juste dire que sur ce sujet-là, on a une conviction, c'est qu'on pense que de l'argent privé investi, non pas dans de la décarbonation ou de l'atténuation, ce qui n'est pas la même chose, c'est très important, mais ce n'est pas la même chose. Nous pensons qu'aujourd'hui, de la rentabilité privée pour ce type d'investissement est accessible. Et le but de ce fonds, c'est justement de le démontrer. Évidemment, nous nous souhaitons à nous-mêmes le maximum de succès, mais d'abord, nous souhaitons un succès de filière, c'est-à-dire que cette filière démarre réellement et devienne un succès de la même façon qu'il y a eu un succès pour la filière, je dirais, de décarbonation et d'atténuation. Et puis enfin, pour finir, avant de passer la parole à Madame la ministre, que de nouveau je remercie de nous avoir rejoints et de faire cette keynote finale, quelques mots simples sur l'Europe, évidemment, puisqu'on en a beaucoup parlé, nous avons réussi à convaincre nos partenaires européens et surtout l'Allemagne à avancer dans le même sens que nous. Alors, pourquoi certains des pays ont évolué, le Portugal, l'Italie et maintenant l'Allemagne. L'Allemagne, c'était le tabou. Personne ne pensait encore il y a 2 ans que l'Allemagne bougerait sur les catastrophes naturelles, puisqu'il y avait les mêmes arguments qu'il y avait quelques années en France, il n'y a pas de carence de marché. Bon, depuis, il y a eu quelques inondations en Allemagne qui ont un petit peu aidé, mais ce qui s'est passé en réalité, et nous y croyons fermement, c'est que les Allemands ont vraiment réalisé que notre modèle était un PPP, que ça n'était pas un modèle monopolistique. Ils avaient peur que nous ne soyons pas compatibles avec Solvabilité 2, nous y sommes. Ils croyaient que nous étions purement monopolistiques et obligatoires, ce n'est pas le cas. Donc sachez que ce qui a largement convaincu les Allemands, c'est le modèle, et qui est un modèle, entre guillemets, qui est copié-collable n'importe où en Europe, puisqu'il a été validé par les autorités communautaires, par la Commission européenne et par la Cour de justice des communautés européennes. Voilà, je conclus pour dire que nous avons les outils, la compétence et la volonté pour améliorer notre système et qu'il faut conserver. Je veux ainsi remercier chacun d'entre vous dans cette salle de prendre pleinement sa place, son rôle dans ce régime et dans cette aventure collective dans tous les territoires. Et comme l'ont montré les tables rondes de cette journée, il est plus que jamais indispensable d'amplifier nos efforts en matière de prévention, dans un partenariat public-privé renforcé pour protéger durablement ce modèle unique. Protéger l'assurabilité, c'est protéger l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Édouard Vieillefond, pour cette conclusion.